L'immobilier est un des placements les plus importants à considérer quand on souhaite investir son argent. C'est un type d'actif sûr, relativement rentable avec les bonnes stratégies et particulièrement stable au fil du temps. À tel point que cette classe d'actifs est devenue un incontournable, peu importe le profil et les objectifs de l'investisseur. Que ce soit pour diversifier ses investissements, protéger son capital de l'inflation ou faire grossir son patrimoine, l'immobilier est une forme d'investissement qui peut remplir ses objectifs et qui est souvent plébiscité par la plupart des investisseurs, du simple particulier aux plus grosses fortunes. Mais voilà, acquérir, détenir et gérer un patrimoine immobilier peut être fastidieux et demander beaucoup de ressources, que ce soit du temps ou de l'argent. Il faut aussi prendre en compte tout l'aspect des relations sociales qui n'est pas toujours apprécié des investisseurs. C'est là que rentre en jeu ce qu'on appelle l'immobilier papier. Que diriez-vous si je vous disais qu'il existe un type de société cotée en bourse qui remplit justement le rôle d'intermédiaire entre vous et les propriétés foncières et qui vous permet de manière extrêmement simple et rapide d'investir dans l'immobilier à partir de seulement quelques euros? Eh bien, vous vous en doutez, cela existe. Aux États-Unis, ce type de société porte même un nom. Ce sont les REIT, pour Real Estate Investment Trust. Dans cette vidéo, je vous propose d'étudier ces REIT, ce type d'action un peu particulier, et d'en détailler ses particularités. Vous êtes prêts? C'est parti! Ce qu'il faut commencer par comprendre avec les REIT, c'est que ce sont vraiment un type de société particulier au sens structurel du terme, ce qui va leur permettre plusieurs choses, notamment de bénéficier d'un régime fiscal spécial. Mais commençons par le début. Le titre REIT a été créé par le Congrès américain en septembre 1960 pour permettre aux petits investisseurs d'investir dans de gros biens immobiliers de manière facilitée. Vous l'aurez donc deviné, l'activité économique principale d'une REIT est donc la gestion directe ou indirecte d'un patrimoine immobilier pour le compte de ses actionnaires. Mais alors concrètement, comment est-ce que vous allez pouvoir prêter votre argent à ces REIT? Eh bien, les REIT sont cotés en bourse et pratiquent généralement de régulières augmentations de capital via l'émission de nouvelles actions. Actions qui peuvent être donc acquises par n'importe quel particulier. Bien sûr, comme toute action cotée en bourse, vous allez également pouvoir acheter ces actions sur le marché secondaire auprès d'autres investisseurs. De ce fait, en achetant ces actions, vous transférez votre argent à la société qui l'utilise pour ses activités. Elle acquiert des propriétés, encaisse des loyers et vous les reverse sous forme de dividendes. Vous pouvez donc observer sur ce schéma les différents flux d'argent et surtout le fait que la REIT ne fonctionne que comme un intermédiaire entre les propriétés et vous. Ainsi, comme ces entreprises ne sont pas réellement là pour capitaliser pour elles-mêmes, mais plutôt pour vous redistribuer ces richesses, elles vont pouvoir bénéficier d'une exemption totale d'impôt sur les bénéfices à certaines conditions. La principale d'entre elles sera de reverser au moins 90% de ces revenus à leurs actionnaires sous forme de dividendes. En fait, pour être précis, il y a encore quelques autres prérogatives pour qu'une société cotée puisse obtenir le titre de REIT et obtienne ce régime fiscal spécial. Sans entrer dans le détail, la société doit vraiment œuvrer principalement dans la gestion d'un patrimoine immobilier et ne peut pas faire de cette activité un simple revenu accessoire. Ensuite, il faut savoir que chaque REIT œuvre généralement dans un domaine en particulier, un secteur d'activité qu'elle choisit et dans lequel elle va se diversifier, avec le gros avantage donc de ne pas trop disperser ses capitaux. Certaines de ces sociétés choisissent d'investir par exemple dans le domaine de la santé, en acquérant des hôpitaux ou des maisons de retraite par exemple, d'autres décident de placer leur capital dans le milieu de l'industrie, en se créant un portefeuille immobilier d'usines, d'entrepôts et autres bâtiments de la sorte, et finalement on retrouvera encore tout un florilège de secteurs d'activité. Parmi les plus connus, on pourra encore citer celui des bureaux, du commerce de détail, de l'hospitalité avec les hôtels, restaurants et autres, le secteur résidentiel, celui des infrastructures ou encore celui des data centers. Le gros point positif pour nous, investisseurs, est que l'on va pouvoir donc choisir dans quel secteur placer notre argent puisque l'on va pouvoir choisir d'acheter telle ou telle action. En revanche, il faut savoir que tous les secteurs ne se valent pas. Même s'il n'y en a pas de meilleurs que d'autres, chaque domaine d'activité va posséder des caractéristiques propres et va être soumis à des contraintes différentes.
différentes, et donc plus ou moins sensibles à telle ou telle conjoncture économique. Pour vous citer quelques exemples, il est bien évident qu'en cas de crise mondiale dans un domaine ou un autre, les premiers secteurs touchés seront l'industrie, le commerce de détail et l'hospitalité, alors que les REIT actifs dans le domaine de la santé, du logement ou des infrastructures n'auront aucun problème à performer ou tout du moins à résister à la crise. Quand on s'intéresse aux REIT, il est important de comprendre qu'il en existe en fait deux grandes familles, les REIT dites equity et celles dites mortgage. Pour les non-anglophones de la chaîne, sachez donc que equity veut dire fonds propres et que mortgage signifie hypothèque. Les REIT de type equity sont les plus communes. Elles acquièrent, gèrent, construisent, rénovent et parfois revendent des biens immobiliers qui génèrent un rendement. Leurs revenus sont donc principalement générés par les revenus locatifs de leur patrimoine. Les trois gros avantages avec les REIT de type equity sont qu'ils fournissent un revenu stable, facilement prévisible et qui a tendance à augmenter avec le temps. Les REIT de type mortgage, à l'inverse, ne détiennent pas directement de patrimoine immobilier, mais plutôt des créances auprès d'autres acteurs économiques tels que des promoteurs immobiliers. Je m'explique. Là où une REIT de type equity veut utiliser l'argent de ses investisseurs pour acheter des biens et les gérer, les REIT de type mortgage va prêter ses capitaux propres à un promoteur immobilier qui, lui, à son tour, utilisera cet argent pour des projets immobiliers. Les revenus principaux des REIT de type mortgage ne sont donc pas directement les revenus locatifs de ces propriétés, mais plutôt les intérêts sur les capitaux qu'elles prêtent. Vous comprendrez donc qu'il est important de bien différencier ces deux familles de REIT puisqu'elles fonctionnent sur des modèles économiques radicalement différents. De ce fait, le revenu de ces deux types de REIT vont dépendre de paramètres macroéconomiques totalement différents. Alors qu'une conjoncture économique favorisant des taux d'intérêt élevés va bénéficier aux REIT de type mortgage, l'augmentation des revenus de REIT de type equity va plutôt être galvanisée en période d'inflation conséquente par exemple. Mais alors, il faut savoir que, comme toute autre classe d'actifs, investir dans une REIT comporte des risques. On se le rappelle, il n'y a malheureusement pas de placement miracle. Le rendement et le risque sont deux notions fondamentalement indissociables et vont de pair. Évoquons donc maintenant ensemble quels sont les risques inhérents aux REIT. Déjà, il faut bien imaginer qu'ils ne seront pas les mêmes en fonction du type de REIT. Pour les REIT de type equity, le principal risque sera l'aspect cyclique de l'activité. Même si généralement les REIT n'exploitent pas directement leurs propriétés, une crise socio-économique, comme on a pu le voir notamment avec la pandémie de Covid-19, peut largement contribuer à une réduction des revenus des sociétés exploitantes, comme des hôtels ou des chaînes de magasins par exemple, ce qui peut créer un réel risque de défaut de paiement de ces exploitants et donc, par voie de conséquence, une baisse des revenus locatifs des REIT. Pour les REIT de type mortgage, ce sera plutôt la variation des taux d'intérêt qui représentera le réel risque. Il se définit en deux points. Le premier se situe lorsque les taux d'intérêt sont très bas, comme c'est le cas actuellement. Cela peut inciter un grand nombre d'emprunteurs à refinancer leurs dettes, ce qui oblige la REIT à réinvestir son capital à un taux plus faible. Cela peut donc casser ou tout du moins fortement réduire la croissance de ce type de REIT. La deuxième notion de risque avec les taux d'intérêt est lorsque ceux-ci remontent trop. Une période de forte hausse des taux, qui coïncide généralement avec une période de forte croissance, va pousser l'activité économique à se calmer pour éviter une trop forte inflation. En clair, les emprunteurs auront moins tendance à emprunter auprès des REIT de type mortgage car seront freinés par les taux d'intérêt conséquents. Parlons un peu des performances historiques des REIT maintenant si vous le voulez bien. De nombreux investisseurs pensent que les REIT sont simplement conçus pour produire un revenu sous forme de dividendes. Et même si, en effet, une bonne partie du retour sur investissement proviendra de ces dividendes, il ne faut pas non plus négliger la prise de valeur des titres, qui traduisent évidemment de l'appréciation et du grossissement du portefeuille immobilier sous gestion. En fait, en comptant la croissance du titre et son rendement, un investissement en REIT peut égaler voire dépasser la performance de l'ensemble du marché boursier au fil du temps. Je vous affiche maintenant à l'écran la performance hypothétique depuis 1996 du FTSE Nareit Equity REIT, un des index les plus représentatifs de cette classe d'actifs face au Russell 3000, un autre index retraçant la performance des 3000 plus grosses entreprises américaines afin que vous puissiez vous faire une idée de la dynamique de ces REIT. Petit détail,
performance hypothétique, pourquoi? Simplement car le Nareit Equity REIT n'existe que depuis 2006. Il a donc fallu synthétiser la courbe à partir des données historiques pour remonter un peu plus loin. Ce qu'on peut apercevoir quand on compare le secteur de l'immobilier papier au reste du marché action, c'est trois périodes vraiment distinctes. La première, aux environs du passage à l'an 2000, qui marque une sous-performance des REIT face au reste du marché. Cela s'explique très facilement à cause de la bulle internet des années 2000, lorsque les valeurs tech ont tiré l'ensemble du marché action vers le haut, raison pour laquelle le Russell 3000 semble avoir surperformé. Ce n'est donc en fait pas particulièrement une contre-performance des REIT. Puis, il y a la bulle immobilière qui s'est formée, suivie de la crise des subprimes, entre 2003 environ et 2009, où on voit que les REIT ont évidemment surperformé le reste du marché, puisque la bulle les concernait, mais ont ensuite subi le crash de plein fouet. Enfin, finalement, depuis 2009 et jusqu'à nos jours, on peut voir que les REIT ont toujours au moins égalé le marché et ont même eu tendance à légèrement le surperformer. Pour vous chiffrer un peu tout ça, la performance des REIT de type equity représente un retour annualisé moyen de 10,1% depuis 30 ans. En étudiant le passé, on peut se rendre compte que les REIT sont une classe d'actifs solide, plutôt performante sur le long terme et, mis à part lors de la crise des subprimes, qui est relativement stable et présente peu de volatilité. En plus d'étudier les performances du secteur global, nous pouvons nous attarder encore quelques instants sur les performances de chaque sous-secteur des REIT. Alors ces données ne remontent qu'à 1994, mais nous avons quand même 27 années complètes de performance à évaluer. Ce qu'on peut apercevoir, c'est qu'il peut y avoir une grande variation entre les sous-secteurs, car chacun d'entre eux possède un type de propriété différent qui ne se comporte pas de la même manière au fil du temps, car ils ne sont pas sujets aux mêmes contraintes économiques. Ça, on l'a évoqué plus tôt dans la vidéo. Si on veut pousser encore plus loin, il peut même y avoir des différences au sein de chaque sous-secteur. Mais restons-en là pour l'instant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la performance de votre investissement dans les REIT va vraiment dépendre du sous-secteur dans lequel vous allez investir. En fait, on voit même que les différences entre chaque sous-secteur est conséquente et que la seule façon d'obtenir des rendements dits moyens serait d'investir au travers d'un ETF comme le Vanguard Real Estate ETF par exemple, qui porte le ticker VNQ pour ceux que ça intéresse, ou de se constituer soi-même un portefeuille diversifié de plusieurs REIT. En résumé, si les REIT peuvent être d'excellents investissements et les moyennes à long terme reflètent ce fait d'ailleurs, il est toujours très important d'évaluer les activités de chaque société avant d'investir pour s'assurer que les REIT que vous achetez contribuent à la réussite de votre portefeuille. Voilà, on arrive gentiment au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, laissez également votre petit pouce en l'air juste au-dessous de la vidéo, et si le travail que je vous propose vous plaît, pourquoi ne pas vous abonner à la chaîne. Quant à moi, j'en ai terminé, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!